Bonjour à tous. Dans l'actualité, ce 20h, le Bénin s'est illustré au sommet de Paris sur le financement des économies africaines. Les propositions de Romuald Wadayi à ce sommet sur l'endettement responsable des pays a séduit plus d'un. À suivre l'analyse d'un économiste et le commentaire de Ricardo Loïc-Pécou. Les piqûres peuvent retarder la progression de certaines pathologies mortelles. Les abeilles sont des insectes à valeur inestimable au-delà de la production du miel. Les abeilles sont un maillon essentiel de la biodiversité. William Tchoki nous édifiera. Et puis une autre forme de chantage sur les réseaux sociaux, les sextorsions. La sextorsion, elle consiste à faire chanter une victime en révélant ses informations intimes, notamment son image. Rebecca Kenjan-Oudé nous informe sur cette nouvelle forme d'arnaque et le spécialiste de la cybersécurité nous aidera donc à cerner les contours de ce phénomène. Roland Kodjo-Aïkpé, bonsoir. Vous êtes sur ce plateau justement pour nous parler de la sextorsion. Oui, merci à vous d'être sur ce plateau. Et on parle d'abord de cette actualité où le Bénin qui a pris part au sommet sur le financement des économies africaines. Le ministre de l'économie et des finances a représenté le chef de l'État à ce sommet qui a réuni plusieurs dirigeants des pays du monde. À cette rencontre, le ministre Romuald Wadayi est revenu sur l'importance pour chaque pays en voie de développement d'opérer des endettements responsables et non de solliciter l'indulgence des créanciers. Plusieurs résolutions sont issues de cette rencontre. Nous vous proposons de suivre l'analyse d'un économiste. Il est au micro de Ricardo Loïc-Pécou. Le succès enregistré par le Bénin au dernier sommet sur le financement des économies africaines à Paris est la preuve du sens de l'anticipation et de la responsabilité financière imprimée depuis 5 années par le gouvernement du président Patrice Talon. Un endettement responsable et non un appel à une indulgence des créanciers, c'est la position défendue, on s'en souvient, dès avril 2020 par le Bénin. Cette solution devrait, selon l'argentier national Romuald Wadayi, permettre aux pays en développement de réduire les écarts déjà croissants en leur défaveur entre eux et les pays du Nord en matière de facilité d'accès aux ressources du marché financier. Mais l'efficacité de l'option d'un endettement responsable implique un certain nombre de sacrifices pour les pays concernés. Sacrifices qui peuvent se résumer en un énorme effort de gouvernance et d'assainissement des finances publiques afin d'accroître l'efficacité de l'utilisation de la dette avec des choix courageux qui devront s'inscrire dans une vision de moyen et long terme. Une rationalisation de la dépense publique est alors nécessaire pour assurer non seulement les besoins urgents en matière de réponse aux effets de la pandémie de la COVID-19, mais aussi pour induire les effets positifs des dépenses publiques sur le moyen et long terme. Et c'est ce que fait incontestablement le Bénin, pays à revenus intermédiaires qui, dans la politique mise en œuvre depuis quelques années, a été plusieurs fois félicité par les institutions de Bretton Woods, mais aussi par les différentes agences de notation. Le pays a été toujours crédité de bonnes notes avec de très bonnes perspectives. Le Bénin ne s'est jamais caché derrière un quelconque report du service de la dette. C'est donc un signal fort. Le niveau de corruption baisse de plus en plus. Et récemment encore avec la création de la Cour des comptes, cela devrait être plus prononcé. Des projets structurants sont initiés et des infrastructures de qualité sont réalisées un peu partout dans le pays. Il va donc falloir poursuivre dans cette même dynamique pour être en mesure d'émettre de bons signaux sur les marchés financiers afin d'être en mesure d'y lever à moindre coût dans le moyen et le long terme les ressources financières nécessaires pour le financement des économies. Le rôle des institutions internationales sera alors d'accompagner les pays à asseoir davantage les bonnes pratiques en matière de gouvernance et d'assainissement des finances publiques. Ce faisant, les pays pourront se mettre dans une logique d'endettement responsable sans se contenter de solliciter une quelconque indulgence des créanciers. Le Bénin aujourd'hui en est un exemple. Eh bien, financement des économies africaines, le Bénin pour un endettement responsable. Vous avez suivi l'analyse de Ricardo Loïc-Pécou. Allons à présent à cette analyse d'un économiste. Plusieurs résolutions sont issues de cette rencontre. Nous vous proposons à présent de suivre l'analyse d'un économiste. Il est au micro de Ricardo Loïc-Pécou.
La position que le Bénin avait adoptée il y a un an, elle est maintenue, elle n'a pas changé. Et plus encore, l'ensemble des pays qui avaient participé au sommet de Paris, ces pays sont en train de rejoindre finalement la position que le Bénin avait défendue à l'époque, qui n'avait pas plu à un certain nombre de pays. Je me rappelle encore cette déclaration du ministre sénégalais des Finances qui prenait à l'encontre-pied la position du ministre béninois des Finances. Et on peut retenir, et on peut s'en réjouir d'ailleurs que le Bénin avait vu loin, il y a un an, en adoptant sa position, en restant figé à sa position, et que cette position aujourd'hui, elle est en train d'être celle que l'ensemble des pays adoptent. En un mot, c'est quoi? Il ne s'agira pas d'empêcher les pays de se procurer des ressources financières, de s'endetter, mais il faudra que les pays puissent adopter une stratégie d'endettement responsable, ne pas se cacher derrière des situations de crise qui surviennent pour solliciter de façon continue des moratoires pour le remboursement de leurs dettes. Et en recourant au DTS, les pays ne payent pas des intérêts. Ou du moins, même s'ils devraient avoir des intérêts à payer, c'est vraiment minime, c'est de l'ordre de 0, quelque chose pour cent, contrairement au recours au marché financier où les pays vont supporter des taux d'intérêt élevés. Ça permet donc aux pays africains de pouvoir, si la solidarité qui a été annoncée devient effective, ça leur permet de pouvoir mobiliser quand même à partir des ressources du Fonds monétaire international à travers les droits de tirage spéciaux, d'importantes ressources pour pouvoir relancer leur économie de façon structurelle. Autre actualité ce soir, Pascal Essou, le nouveau médiateur de la République, a pris fonction ce matin au siège de l'institution à Porto Novo. C'est au thème d'une cérémonie de passation de service qui a réuni autorités et parents. Il succède ainsi à Joseph Yonlonfou, qui aura passé environ 8 ans à la tête de l'institution. Brice Ongbo et Firmin Bassao. Une cérémonie de passation de charge empreinte d'émotion, tant celui qui s'en va aura passé 7 ans, 7 mois à la tête de l'institution. Un médiateur sortant dont les initiatives et innovations ont permis de révéler l'institution au-delà même des frontières nationales. Ceux avec qui j'ai travaillé ne sont pas seulement des collaborateurs. Nous nous sommes constitués en effet comme un orchestre, chacun jouant sa partition. L'essentiel, c'est d'exécuter en symphonie notre mission patriotique, ce qui a été le cas. Le médiateur de la République joue le rôle principal d'intercesseur gracieux entre les administrés et l'administration publique. Il suggère au chef de l'État des propositions tendant au fonctionnement normal et à l'efficience des services publics. Lors de notre prestation de serment devant le président de la République, le chef de l'État a raffirmé son ambition de voir le médiateur de la République œuvrer plus pour le maintien de la paix, le dialogue social et la recherche de solutions durables aux griefs des administrés. Conscient de cette mission à nous confier par le président de la République, je voudrais vous rassurer qu'elle sera accomplie en toute impartialité et équité, conformément aux exigences de la loi régissant l'institution. L'institution est membre de plusieurs organisations sous-régionales, régionales et internationales. Passons à présent à ces interrogations. Qui est Pascal Essou, le nouveau médiateur de la République, et de quel bord politique est-il et que sait-on de l'homme? Ghislain Poguet a tenté d'apporter des éléments de réponse. Regardez. Je jure. Celui qui désormais enfile le costume du médiateur de la République est originaire du département du Koufo, de la commune d'Aplahoué. Opérateur économique à l'origine, il a un passé d'homme politique pas négligeable. Ancien membre du parti Foscori pour un Bénin émergent, ancien député élu sur la liste du même parti dans la 11e circonscription électorale. Ancien président d'honneur de l'ex-parti politique NAPED, il a fait le choix de l'actuelle mouvance présidentielle dès août 2017. Il intègre alors le bloc républicain où il est membre du bureau politique national. Ceux qui le connaissent parlent de lui en homme de dialogue et d'expérience, affable. Pour réussir dans ses nouvelles fonctions, à coup sûr, il aura besoin de ce trait de caractère,
Le médiateur de la République hérite souvent de dossiers complexes qui opposent l'administration publique à des fonctionnaires. De la République. Et puis, suite de cette édition, moment historique pour le Bénin, on part pour Semek-Podji au matin de ce jeudi 20 mai à Semek-Podji, dans cette commune de Lomé. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a procédé au lancement des travaux de construction de la station terminale du pipeline Export Niger-Bénin, le plus gros projet infrastructurel du Bénin depuis les indépendances. Apprend donc-on dans ce compte-rendu de Nicanor Kovi et Michel Ewe. Un bouton, un bruit de moteur, et c'est l'industrie pétrolière béninoise tout entière qui se met en marche. Sous le sol du Niger, du pétrole brut, en attente de se déverser par flot sur le marché international. Et le Bénin en devient la clé d'accès avec la construction de cet hélicoduc grandeur nature. D'une longueur d'environ 1980 km, dont 675 sur le territoire béninois, le pipeline export Niger-Bénin va permettre d'acheminer le pétrole brut du champ d'Agadem au Niger jusqu'à Sémé, et plus précisément sur le site où se déroule la présente cérémonie, site qui accueillera la construction de la station terminale, la plus importante de toutes les stations du projet. C'est à partir du quai qui sera construit en mer que le pétrole brut sera exporté vers le marché international. 5 départements traversés pour 17 communes et 141 villages impactés. C'est parti pour 2 ans de travaux et pour 40 ans au moins d'exploitation du pipeline export Niger-Bénin. La belle affaire, se réjouit-on du côté béninois. Ce sont plus de 3000 emplois que la construction du terminal de Semek-Podji va générer et 300 autres avec son exploitation. Le choix du Bénin, le pays le doit à l'amélioration de son climat d'affaires, entamé en 2016, mais pas que. Le choix en faveur de l'axe Niger-Bénin pour rejoindre la côte atlantique en vue de l'exploitation du pétrole nigérien s'est imposé comme la meilleure option. Et cela, surtout en raison des relations longues et anciennes entre notre pays, le Bénin, et la République du Niger. Et bien sûr, en raison des fortes relations que nous avons avec nos amis chinois. Nous allons œuvrer ensemble, tant au niveau gouvernemental que par des entreprises d'investissement, à rehausser la coopération bilatérale à un niveau plus élevé et à remporter des succès dans la construction d'une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique. Sur ce terrain vague, bientôt le fleuron d'une industrie pétrolière locale pour un repositionnement stratégique du Bénin sur la carte du monde. Et on passe à présent au dossier de cette édition. Consciemment ou inconsciemment, vous avez déjà balancé peut-être une de vos photos intimes à une connaissance ou à un ami circonstanciel. Saviez-vous que cette image peut être objet de rançonnement? Il s'agit là de la sextorsion et c'est le dossier de cette édition. Un reportage signé Rebecca Kinjaondé et Benjamin Denayon. Le mode opératoire ne change pas. Tout commence généralement par une demande d'ajout sur Facebook ou Instagram. Un clic et vous donnez ainsi naissance à une aventure virtuelle. Une aventure qui vire quelquefois au cauchemar. J'ai pensé au suicide. J'étais complètement désespéré. La sextorsion. Ce mot inconnu du grand public et qui pourtant, comme un bossu, nous suit à chaque clic. À chaque connexion, à chaque like ou encore à chaque partage sur les réseaux sociaux. C'est une jeune femme qui commence à sympathiser avec vous et au bout de quelques jours, elle vous demande de vous voir en vidéo. Elle vous emmène vers des discussions un peu chaudes pour adultes et joue des vidéos préenregistrées. Des vidéos prises sur Internet ou des vidéos de personnes enregistrées, etc. et qui vous encouragent à en faire de même. Donc, à lui montrer votre nudité et à vous laisser aller jusqu'au bout. Un laisser-aller nuisible, une relation sexuelle virtuelle mais enregistrée par celui à l'autre bout de la ligne. Un enregistrement qui fera objet de menaces si une rançon n'est pas payée.
Ainsi naît un business juteux pour le cyberdélinquant. Des sommes exorbitantes sont réclamées. Cet homme en a d'ailleurs fait les frais. On a discuté pendant un moment, elle a fait certaines choses, elle m'a demandé d'en faire d'autres, que j'ai fait évidemment. Ce qui s'est produit par la suite, c'est que elle m'a dit de regarder, d'aller suivre en lien. Quand elle m'a expliqué qu'elle m'avait piégé, d'aller suivre en lien. Ce lien donné sur YouTube, c'était une vidéo mise en confidentialité totale, donc à part elle et la personne qui n'avait le lien ne pouvait l'avoir. J'ai vu ça et là elle a commencé à me faire marcher dans son histoire, quoi, pour avoir ce qu'elle voulait. Et ce qu'elle voulait, c'était de l'argent. Les hommes constituent 90% des victimes. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information répertorie 3 à 4 cas par semaine. Évitez d'envoyer au moins votre tête. C'est le minimum de précaution que vous pouvez prendre. Un autre conseil, ne les braquez pas. Parce qu'ils sont dans une situation. Ils savent que dès lors où ils publient, ils ne peuvent plus faire pression sur vous. Et dites-vous qu'un de ces éléments lâchés dans la nature, on ne peut plus le rattraper. Nul n'a envie de retrouver son intimité exposée sur les réseaux sociaux, sachant que Internet a de la mémoire. Vigilance donc pour ne pas tomber dans les travers de ces cyberdélinquants en quête permanente de nouvelles proies. Vigilance, et justement parlant de la sextorsion, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ANSSI a publié sur ses différents canaux digitaux des numéros de téléphone impliqués dans des cas d'arnaque, d'escroquerie ou autres formes d'incidents de sécurité informatique. Roland Kodjo-Aïkpe, alors, est-ce que ces numéros sont des cas de sextorsion? Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, l'ANSSI a publié un certain nombre de numéros sur son site internet. Et puis, quand on regarde, on parcourt un peu ces numéros-là qui ont été publiés, on constate que la sextorsion fait partie d'un grand nombre. Donc, mais c'est pas que les numéros publiés ne sont pas liés seulement à la sextorsion. Ce sont des numéros qui sont liés un peu à la cyber-escroquerie, à la cyber-arnaque, à l'arnaque sur Facebook. Et évidemment, le rôle, c'est la sextorsion. Est-ce qu'il y a une technique pour reconnaître ces numéros? Alors, pour reconnaître ces numéros, je dirais il faut consulter alors la base publiée par l'ANSSI sur son site internet. Donc, dès lors que vous recevez un appel d'un numéro inconnu, un message d'un numéro inconnu, la première des choses à faire, c'est d'aller sur notre site internet et de consulter si ce numéro n'y figure pas. Alors, quelle est la procédure suivie par ANSSI avant d'afficher ces numéros? Alors merci, c'est un travail de fourmi qui a été fait par l'équipe de l'ANSSI avant de publier ce numéro-là. Et plusieurs vérifications ont été faites à plusieurs niveaux pour s'assurer que ces numéros ne sont pas des numéros utilisés par des personnes réelles, des personnes non malveillantes. Donc ce sont des numéros qui sont liés à de fausses identités. C'est de l'usurpation que ces personnes malveillantes font pour pouvoir nuire aux paisibles populations. Est-ce que cela ne va pas à l'encontre, la publication de ces numéros ne va pas à l'encontre du code numérique? Alors, vous saviez, l'ANSSI travaille dans un ensemble de règles de l'art et suivant également l'éthique. Et le code du numérique est un outil très important pour l'ANSSI. Donc, avant cette publication, nous nous sommes assurés que cette diffusion de numéros liés à de fausses identités respecte bien le code du numérique, puisqu'on s'était assuré que ces cas ne sont pas devant les juridictions. On a travaillé avec les entités, c'est-à-dire les acteurs majeurs du secteur, et pour s'assurer que oui, nous sommes bien dans les règles, et que je peux vous rassurer que ces numéros respectent bien le respect de la vie privée, parce que ces numéros sont liés à de fausses identités, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce ne sont pas des numéros utilisés par des personnes non malveillantes, des numéros que les cyber-escrocs, les cyber-arnaqueurs utilisent. Alors là, Kodjo, en 15 secondes, un message à l'endroit de nos concitoyens. Alors, ce que nous voulons demander, l'ANSSI demande aux citoyens, lorsque vous recevez un appel ou une demande d'amitié d'un numéro inconnu, la première des choses, c'est d'abord d'aller sur notre site et de vérifier si ce numéro n'est pas dans notre base de données. Alors, si ce n'est pas dedans et que vous constatez que c'est de l'escroquerie qui est en cours, vous pouvez déposer une plainte à l'OCRC ou vous pouvez venir sur le site de l'ANSSI pour déposer également votre plainte, et puis votre plainte sera également traitée
très rapidement. Merci à vous, Roland Kodjo-Aipé. Vous êtes analyste senior en cybersécurité à ANSSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Vous restez avec nous. Suite de cette édition, parlons à présent de l'actualité liée à l'investiture présidentielle du 23 mai prochain. Quels sont les auteurs institutionnels qui y sont invités et quelles sont leurs implications dans le déroulé de la cérémonie? Ce sont des questions auxquelles répond ici Gabin Capo. Il est le directeur du protocole d'État. Il est au micro de Lénaï Kagbazaou et de Yves Agodopessi. Les acteurs institutionnels fortement impliqués, il faut d'abord se référer à l'article 53 de la Constitution qui stipule clairement que le serment du président de la République est reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant l'Assemblée nationale, la Cour suprême et la Cour des comptes. Donc, en un mot, les acteurs institutionnels fortement impliqués dans cet exercice, c'est d'abord l'institution présidentielle, ensuite la Cour constitutionnelle, ensuite la Cour suprême et la Cour des comptes. Il n'est pas dit que les autres institutions de la République ne seront pas invitées. Une cérémonie comme celle-là fait travailler la direction du protocole d'État et permet à la direction du protocole d'État d'adresser des invitations à toutes les personnalités institutionnelles, les personnalités gouvernementales, et quelques amis, quelques membres de la famille, etc. Je peux vous dire que pour l'exercice que nous aurons le dimanche 23 à Porto-Novo, tous les acteurs de la République sont impliqués dans l'organisation et ces mêmes acteurs sont invités à prendre part à la cérémonie d'investiture du président de la République élu. N'oubliez pas que le contexte dans lequel nous sommes, le contexte pandémique lié au Covid-19, fait que nous ne pouvons pas élargir les invitations à toutes les couches de la société. En revanche, nous avons procédé par quota et ça nous a permis d'avoir un bon package pour que chaque acteur institutionnel, à quelque niveau qu'il se trouve, puisse se sentir concerné par la cérémonie d'investiture qui sera organisée à Porto-Novo le dimanche 23 mai prochain. Eh bien, les heures s'égrènent, l'heure de l'investiture s'annonce. Dans le rang des têtes couronnées et dignitaires, la cérémonie du 23 mai est une fête qui s'annonce dans la paix. Blaise Adampo et Rodrigue Glondoumain ont interrogé certaines têtes couronnées du Bénin à cet effet, suivant leurs propos. Le président Patrice Talon prêtera serment dans la paix. Je voudrais l'inviter à respecter les engagements qu'il a pris. Comme il l'a fait lors de son premier mandat, tout ira bien pour lui. Banté assistera à l'investiture du chef de l'État. Le président Patrice Talon a été élu par le peuple béninois tout entier. Banté n'est pas resté à l'écart de ce qui s'est passé. Banté n'avait pas au départ peut-être compris, mais Banté a pris le train en marche. Nous voulons la paix pour ce pays, le Bénin. C'est une très grande joie pour Lucien Medjiko, qui veut la paix et la réconciliation dans son pays, le Bénin. C'est des impressions de joie, de gratitude d'abord pour la nation qui a voté pour que Patrice Talon ait le second mandat. C'est une joie pour moi. Nous, les membres des forces royales, on sera derrière le président de la République. Pour nous, les Béninois, c'est une grande fête pour nous, parce que c'est la bienvenue de le président Patrice Talon. C'est la bienvenue. Il est élu démocratiquement. Et c'est le peuple qui l'a élu. Ce que Dieu a donné, personne ne peut arracher. C'est ce que je suis en train de voir. C'est pour cela que moi je l'ai nommé Dieu donné. C'est Ses actions lors de son premier mandat parlent en sa faveur. Nous avons le meilleur président. Paouya sera en grand nombre à l'investiture du chef de l'État parce que
depuis la première mandature, on a voté pour Talon. Et pourquoi pas, c'est le deuxième tour maintenant qu'on ne va pas arriver. On sera plein pour venir à l'investiture du chef de l'État. Parce que le chef de l'État, il est le président de tout le Bénin, en particulier le président de Paouia. Nul ne peut rien contre la volonté divine. Et le président Patrice Talon en est un exemple concret. Et dans cette ferveur de l'investiture du 23 mai, déjà plus d'un an que les berges de Cotonou ont été débarrassées des déchets, les espaces plus rayonnants, mais qui attendent toujours les travaux confortatifs promis. Les berges reloquées vont-elles conduire au déplacement du marché d'Antokpa? La réponse dans cet élément de William Choki. Depuis janvier 2020, le coup de balai du ministère du Cadre de vie et du Développement durable a laissé croire qu'enfin, qu'une action de salubrité était bien possible sur ces berges de Cotonou. Dès qu'on voit la place là, l'État travaille. C'est très bon et c'est joli. On sait bon maintenant que les êtres vivants peuvent encore dormir ici. Les berges de Cotonou, autrefois la honte de tout un peuple, brillent à nouveau. Elles ont retrouvé un nouveau souffle. Le ministre José Tonato avait même fait des annonces qui augurent d'une action de protection durable pour ces espaces. Cette berge sera aménagée comme on le fait dans tous les pays du monde, en espace de plaisance. Donc nous aurons une voie lagunaire qui va passer avec des espaces de détente, des débarcadères sur l'eau pour le sport nautique et les agréments, des espaces sportifs au bord de l'eau, des espaces commerciaux d'une certaine modernité. Plus d'un an après ces actions de nettoyage et d'annonces, où en sommes-nous pour les travaux confortatifs d'aménagement de la berge ouest de Cotonou? Le génie a commencé déjà par faire des fouilles pour l'implantation des piquets en métallique à ancrage en béton. La clôture est en train d'être construite déjà. Déjà, il faut également constater, il faut également dire qu'il y aura une voie de 10 mètres du moins de largeur qui sera aménagée le long de la berge. L'avantage, c'est de permettre en fait aux usagers de marcher, de circuler librement de l'autre côté de la clôture qui sera érigée. Donc les gens n'auront plus accès à la berge, mais pourront quand même circuler. De l'autre côté, la zone hors berge sera quand même utilisée par les usagers. Ces berges de Cotonou, transformées en espace de plaisance, qu'en sera-t-il du marché d'Antokpa? Sur la question, les avis sont partagés. Je pense que le déplacement des marchés a de tout temps été une opération très délicate. Et là, en s'y engageant, c'est qu'on a épuisé toutes les autres voies de recours éventuelles, à savoir améliorer l'aménagement de la collecte des ordures, la sécurisation par rapport aux incendies. Maintenant, ça peut être aussi une option intermédiaire. Si on doit déplacer aussi le marché, ça veut dire qu'il va falloir prendre toutes les mesures pour pouvoir occuper donc, les usagers et les usagères de ce marché-là. D'Antokpa, normalement, n'a plus sa place là-haut. Non seulement parce que c'est à côté de la lagune, mais aussi il faut dire en fait que l'aménagement, le site tel que c'est aujourd'hui, on peut tout faire. C'est comme si on fait entre griffes, comme on le dit ailleurs, du raccommodage. Le marché d'Antokpa, un voisin encombrant pour le lac et ses berges, la délocalisation a démarré petitement. Elle sécurise le lac et ses ressources naturelles. Elle désengorge la ville de Cotonou, déjà trop pleine. On parle de la célébration de cette journée. La communauté internationale célèbre ce 20 mai la journée mondiale de métrologie. Le thème de cette année, mesurer pour la santé. À cet effet, l'ANM, l'Agence nationale de normalisation de métrologie et de contrôle qualité, s'est rendue au CNHU de Cotonou pour inspecter les instruments de mesure dont dispose l'hôpital Précieux Akwayonou et Luc Setonji. Des tensiomètres, des pèse-poids, des instruments de mesure de tout genre, passés au peigne fin. Ici, les spécialistes vérifient l'efficacité de ces matériels.
Au bout de quelques minutes de contrôle, le résultat est convaincant. Les résultats que nous avons obtenus sont concluants, c'est-à-dire que ces personnes signalent des valeurs exactes. Donc on peut les utiliser valablement pour diagnostiquer les patients, prendre le poids des patients sans se tromper. En principe, lorsqu'un équipement est acheté avant d'être mis en fonctionnement, on devrait procéder à la vérification primitive. Et périodiquement, chaque année, on procède à la vérification périodique. Cette opération est entièrement gratuite et met l'accent sur l'entretien des instruments de mesure. À partir d'un appareil qui mesure la tension artérielle, s'il n'est pas bien étalonné, cela peut conduire à des erreurs diagnostiques dans l'un ou dans l'autre sens. Le CNHU est le centre de référence en matière de soins aujourd'hui au Bénin. Alors il serait intéressant que les usagers comprennent que le CNHU s'est déjà mis en position de conformer tous ces instruments de mesure et d'assurer les soins de qualité pour garder sa position d'hôpital de référence. Après le CNHU, l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité va descendre dans d'autres formations sanitaires. On parle télévision numérique terrestre. Les membres du conseil d'administration de la société Diffusion Bénin Diffusion et de la société béninoise des infrastructures de radiodiffusion ont officiellement pris fonction ce jeudi. Les deux organes interviennent dans l'opérationnalisation de la télévision numérique terrestre au Bénin. C'est le ministre du numérique et de la digitalisation qui a procédé à leur installation à son cabinet à Cotonou, Stanislas Limpon et Ouensessa Sawaïmon. Paraphe des documents régissant les opérations de la société Bénin Diffusion. Le conseil d'administration du premier opérateur de diffusion des programmes de la télévision numérique terrestre au Bénin marque ainsi son entrée en fonction. Plus opérationnel, Aurélie Adam Soulé-Zoumaro souhaite voir ses membres. C'est une structure qui va devoir tout de suite fonctionner pour pouvoir assumer ses missions. Donc Bénin Diffusion va être clé dans l'écosystème de la TNT. La composition de la société Bénin Diffusion, ses membres dont 2 éditeurs privés. Le gouvernement tenant à associer aux 3 représentants de l'État des promoteurs de télévision privée. Nous sommes là pour appuyer le directeur général véritablement. La société béninoise des infrastructures de radiodiffusion s'occupe de la gestion du patrimoine infrastructurel de Bénin Diffusion. En fonction renvoie aussi Aurélie Adam Soulé-Zoumaro, les membres du conseil d'administration de cet organe. On a aujourd'hui en place 29 sites qui fonctionnent et c'est tout ce patrimoine infrastructurel justement que nous avons logé au sein de la SBIR. Ce qui fait que c'est une société de grande importance. Nous n'avons qu'un mot, c'est de dire merci et surtout vous dire que nous allons nous mettre rapidement au travail, être engagés pour opérationnaliser enfin cette structure. La transition vers la télévision numérique terrestre est l'un des projets phares du programme d'action du gouvernement. Aujourd'hui, les différents sites de diffusion mis en place couvrent environ 95% de la population. On prend la direction du Septentrion Maconaré. Dans nos écoles, les programmes scolaires dans les collèges d'enseignement général de Parakou sont pratiquement achevés. C'est le constat fait par Ronald Robinson et Giscard Povy. Ils se sont rendus dans quelques établissements scolaires de la ville de Parakou. Suivez le constat. Au collège d'enseignement général de Guéma, les programmes scolaires sont pratiquement achevés au niveau des classes d'examen du BEPC et du bac, selon les autorités du plus grand collège du Septentrion. Quand je prends particulièrement ma classe, les classes de terminale où j'interviens, j'ai déjà terminé mon programme depuis déjà 2 semaines, où je suis en train de faire actuellement des séances d'intégration, c'est-à-dire des révisions avec les apprenants pour leur permettre de se préparer non seulement pour ce devoir, mais également pour les examens. Et c'est pareil dans toutes les classes de 3e et les classes de terminale. Pour les classes intermédiaires, les collègues ont déjà terminé, ils sont en train de faire la révision, préparer certains candidats pour l'année prochaine. Dans les classes, silence. On se concentre sur les sujets des dernières compositions de l'année. Nous sommes presque à 98% d'achèvement des programmes. Et après ces devoirs, la semaine prochaine, c'est les révisions que les enfants vont commencer avec leurs professeurs. Nous allons faire en sorte que les enfants soient toujours à l'école. Même son de cloche ici au CEG Banikani. Le directeur met la bouchée double pour combler des lacunes détectées chez certains de ses futurs candidats.
C'est d'abord le faible niveau des apprenants que nous avons enregistré cette année. Comparativement à l'année passée, nous avons décidé d'organiser des séances de renforcement à l'endroit des candidats. On a déjà fini le programme, mais on vient à l'école pour faire des révisions avec nos professeurs. Ça se passe bien. Dans cet établissement privé de la cité des Koboro, les classes intermédiaires sont déjà en vacances depuis une semaine. L'heure est aux travaux dirigés. Les cours ont démarré dès le premier jour, le 28 septembre. Et nous avons travaillé sans désemparer jusqu'aux environs du 10 mai. Les TD qu'on fait à l'école, ça nous aide à apprendre un peu plus. On prie aussi Dieu parce que ce n'est pas seulement la connaissance qui ira faire le reste là-bas. Je me prive un peu de sommeil puisqu'il faut réviser ce qu'on a vu depuis le début de l'année et ce n'est pas facile de le faire sans se priver de sommeil. Il y a aussi les conseils des professeurs qui nous aident. Les membres d'administration aussi qui nous conseillent beaucoup, les parents qui nous soutiennent. On a essayé de ne pas intensifier les cours, d'apprendre au fur et à mesure et de traiter encore les TD quand on rentre à la maison parce que le soir, on est libre. Une évaluation communale avec des résultats accessibles permettra à l'avenir aux établissements publics et privés de mieux se jauger pour affronter efficacement les examens nationaux. Parlons à présent de ces insectes à valeur inestimable. Leur disparition de la Terre pouvant conduire à la fin des temps, elles sont à l'origine de la production du miel. Elles constituent les plus grandes pollinisatrices depuis la nuit des temps. Les abeilles, puisque c'est d'elles qu'il s'agit, leur importance a suscité ce magazine que voici William Choki. Elles appartiennent à une société parfaite, entièrement dévouées les unes aux autres. Elles travaillent jour après jour pour récolter le nectar et le pollen qui constituent la richesse de la colonie. Il y a le miel qui est produit dans la ruche, mais il y a beaucoup d'autres produits tels que la cire, il y a la propolis, la gelée royale, etc. Donc, qui parfois se vendent plus cher que le miel. Mais c'est le miel qui est ciblé par tout le monde et le miel est très important. Un essaim d'abeilles peut sembler à première vue un univers bien étrange, confus et impénétrable. Pourtant, chaque membre de la colonie occupe une fonction très précise dans ce monde où rien n'est laissé au hasard. Dans une colonie, il y a la reine qui gouverne tout. Après la reine, donc, il y a surtout le rôle de pondre et d'organiser la communauté. Il y a les ouvrières qui travaillent, qui font tout. Il y a les faux-bourdons. Et chacun a son rôle dans la communauté et ça fonctionne pour produire le miel et beaucoup d'autres produits de la ruche. Ce qui est merveilleux, c'est qu'après l'accouplement qui se fait dans le vol nuptial, la femelle, donc la reine, peut pondre pendant 1 à 3 ans des œufs fertiles. Vous voyez, c'est merveilleux. Une abeille ouvrière endosse durant sa courte vie de 21 jours différents rôles au sein de la ruche. Elle sera d'abord nettoyeuse, puis nourrice, magasinière, cirière, ventileuse, gardienne et enfin bituneuse jusqu'à sa mort. Principal acteur de la pollinisation, l'abeille joue un rôle important pour la biodiversité. Sans les abeilles, près de 35% de nos aliments qui sont sur nos tables vont souffrir. Près de 90% des espèces sauvages à fleurs vont souffrir. L'abeille constitue donc le moteur de la conservation de la diversité biologique. Elle nous offre son miel, son venin pour soigner le cancer, un insecte à protéger à tout prix. Voilà, protéger les abeilles pour protéger la biodiversité. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Ariane Da Silva à 23h30 pour l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.